On va peut-être terminer, mais ma foi assez rapidement, parce qu'on va parler d'éléments ensuite que vous connaissez assez bien, parce qu'il y a les éléments qui sont typiquement propres au droit à l'eau. Bon, ben voilà, qualité, quantité, accessibilité physique, économique. Après, il y a tous les éléments qui sont dits procéduraux, des principes généraux qui valent pour tous les droits de l'homme. Donc c'est la non-discrimination, la participation, l'accès à l'information, l'obligation de rendre des comptes et la durabilité. C'est des choses que vous trouvez pour tout, pour la santé, l'éducation, pour tous. Alors, la non-discrimination et l'accès à l'eau et à l'assainissement, vous savez ce que c'est que la discrimination, c'est toutes les formes de distinction que vous opérez sur des bases qui peuvent être des bases sociales, des bases économiques, des bases religieuses, des bases de sexe, de race, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vrai qu'en matière de droit à l'eau, votre collègue du Népal a parlé des cas des zones rurales et des zones urbaines. On pourrait parler aussi des populations les plus riches et des populations les plus défavorisées. Des cas comme le Brésil, où ça se passe très bien, l'eau pour plein de personnes, mais vous vivez dans un bidonville, par contre, ça marche un petit peu moins bien. Donc les grands défis liés à la non-discrimination. Réaliser l'équité, on en a déjà parlé, mais c'est toutes les discriminations qui sont cachées également. Et puis, pour une fois, on pourrait parler de cas un petit peu occidentaux. Si on prend le cas du droit à l'assainissement, quand vous vous baladez quelque part à Paris, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver des toilettes publiques dans lesquelles vous n'attrapez pas Ebola, encore une fois. En fait, vous n'en trouvez pas. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous voulez aller aux toilettes, vous payez votre café 1 €, voire plus, sur les Champs-Élysées. D'accord ? Mais vous êtes SDF, vous faites comment ? Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de toilette publique. Et un exemple tout simple, le droit pénal français fait du fait de déféquer et d'uriner publiquement un délit. De prime abord, je trouve ça quand même assez urbain. J'ai rarement envie de voir quelqu'un uriner devant moi, à côté, dans le bus, quelque chose comme ça. Sauf qu'on est clairement dans une discrimination cachée. Vous faites comment quand vous êtes SDF, vous n'avez pas de maison ? Ce texte, en fait, là, le droit pénal français, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais il transporte une discrimination cachée à l'encontre d'une certaine partie de la population. Et puis, il y a tous les éléments, les stigmatisations autour des procédures d'obtention de subventions et d'aides. Par exemple, en Afrique du Sud, au début, dans la mise en place des procédures pour aider les populations, vous voyez, c'est un long mécanisme, un long processus. Vous pouviez aller demander des subventions pour avoir de l'argent pour payer votre eau. Mais ce qui se passait, c'est que ensuite votre nom, il était entre guillemets public, il était noté publiquement sur le registre public. Donc n'importe qui pouvait venir et voir, madame un tel, elle a demandé de l'eau. Et vous vous rendez bien compte que pour certaines personnes, elles se trouvent heurtées dans leur dignité, elles n'iront jamais demander des subventions. Ou alors s'il faut faire une course d'obstacles administratifs, j'entends bien sûr, mais parfois c'est même physique, pour pouvoir avoir accès à votre subvention, ça ne marche pas non plus. Je vous laisserai découvrir sur les PowerPoint vous-même des bons exemples de loi. Un autre élément, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la participation, un autre élément de procédure. Et ça implique véritablement d'inclure finalement toutes les populations, mais surtout les populations qui sont les plus affectées. Et c'est vrai que sur ce point-là, on a envie de dire que la plupart du temps, quand il y a participation, on fait participer des messieurs. Or, on l'a bien compris, même avec vos interventions, les premières concernées en ce qui concerne l'eau, en général, ce sont des femmes. Et assez souvent, il suffit même de regarder... encore une fois, je prends mon pays. Si vous regardez l'Assemblée nationale française, je me dis les femmes ne sont pas très bien représentées. Et c'est comme ça dans tous les comités de bassin, finalement très peu de femmes. Donc, on a... Donc voilà, dans les grands défis, bien évidemment, les femmes, les groupes des marginalisés, c'est toujours la même chose. Quand il y a des processus de consultation publique, on voit rarement un SDF au milieu dans le processus. Et pourtant, il faudrait, parce que c'est des populations qui ont besoin d'eau et d'assainissement, comme vous et moi. Et puis également, informer sur les processus participatifs, diffuser, communiquer sur ces éléments-là. Moi, des fois, j'apprends qu'il y avait une enquête, une consultation publique, peut-être 3 semaines après, parce que c'était écrit tout petit comme ça dans la mairie. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller à ce processus-là. Non, il faut être ouvert, il faut être transparent également sur ces éléments-là.
Alors un bon exemple que j'avais, c'était au Pakistan. Donc dans la politique nationale, on nous dit que, attendu que ce sont principalement les femmes qui sont chargées d'assurer les besoins domestiques en eau et de l'entretien de l'hygiène au foyer, leur participation à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l'exploitation et à la maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau sera assurée. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est y compris dans la gestion de la ressource. Donc vous voyez bien que le droit à l'eau, ça implique aussi de s'intéresser à la gestion de la ressource. Et quand vous demandez à votre État de mettre en œuvre le droit à l'eau, à l'assainissement, vous devez aussi savoir combien est-ce qu'on a de mètres cubes d'eau dans notre État. Ces informations doivent être disponibles. Et vous devez pouvoir prendre part au processus de gestion de la ressource. Et a fortiori dans des États où il y a de la pénurie, comme monsieur disait, ou des cas de stress hydrique. C'est-à-dire on sait qu'il y a très peu d'eau, il y en a encore, mais très peu. Alors l'accès à l'information, bien évidemment, alors on en a déjà bien parlé, on va faire en sorte que les informations relatives à l'eau soient accessibles, mais comme je vous disais, avec une forme de vulgarisation et puis une certaine proactivité de l'État. S'il faut ouvrir le journal officiel pour avoir accès à l'information, même les juristes le font très peu, donc ça ne marchera pas. Ou encore une fois, s'il faut lire Le Monde pour avoir accès à l'information, ça ne marche pas, parce que qui lit Le Monde, globalement, c'est pas les SDF du coin, ça se passe. Donc les grands défis, c'est l'exclusion de facto de certains groupes, on en revient toujours, l'incompréhensibilité de l'information, ça je vous l'ai dit, même les standards de l'OMS, moi je lis ça, les informations, je comprends rien, ça me fait peur, il y a des noms complexes, je ne comprends pas. Et puis l'insuffisance de la formation, globalement, un manque de capacité aussi. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, un élément fondamental qui est quand même l'obligation de rendre des comptes et l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et dans cette idée-là, en fait, tout devrait être transparent. Et on en revient à la même chose. Un des grands problèmes des droits de l'homme, c'est la corruption, qui va avec le problème de l'état de droit. Le droit est supposé être le même pour tout le monde. Et si demain matin, votre droit à l'eau et à l'assainissement est violé, vous devez être sûr de pouvoir avoir accès à un juge qui reconnaisse la justiciabilité de votre droit à l'eau et à l'assainissement. Et bien évidemment, les défis sont nombreux. Bien évidemment, toutes ces discriminations. Imaginez que vous n'avez pas fait d'études, vous ne savez même pas lire et même pas écrire, on vous coupe l'eau. Mais vous faites quoi ? Pour vous, aller voir un avocat, ça vous paraît le bout du monde. Pour moi, j'ai fait des études, ça me paraît le bout du monde. C'est compliqué pour moi. Imaginez quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas lire et écrire, qui se retrouve à Genève. C'est des situations qui pourraient exister à Genève. Et puis également, tout ce qui est transfert de pouvoir et décentralisation. Parfois, quand on est notamment, des pays qui sont en réforme administrative, on ne comprend plus rien, mais je dois m'adresser à qui est responsable, on ne sait pas forcément. Alors, parmi les bonnes pratiques, là, il y a par exemple la pratique de l'Argentine. Alors, je ne vous lis pas, mais c'est de donner un rôle clé à jouer aux INDH. Les INDH peuvent être un bon médiateur, finalement, que ce soit entre l'État et le consommateur, ou également aussi, pourquoi pas, entre une compagnie privée et puis le consommateur. Dans un État comme le Mexique, qui n'est pas exempt de problèmes de droits de l'homme, vous le savez. La Commission nationale des droits de l'homme est très active, et puis c'est marrant, vous voyez, vous y allez, et puis c'est sans fin. Tous les jours, il y a un flux sans fin de personnes, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a des personnes qui se sentent comprises, elles arrivent, elles s'asseyent, elles racontent leurs problèmes, et il y a quelqu'un qui les prend en charge et qui va voir ensuite si la requête est recevable ou non. Donc il y a plein de manières d'envisager l'obligation de rendre des comptes. Ce qui est important, c'est encore une fois de comprendre l'eau dans le contexte de la privatisation. Quand le service d'eau a été privatisé, ne pas oublier cette obligation de rendre des comptes, puisque l'État a l'obligation de protéger votre droit à l'eau. Donc, être sûr que la compagnie, je ne sais pas, elle met en ligne une hotline, en fait. Vous pouvez téléphoner toujours et puis dire, voilà, vous m'avez fait ça, il n'y a plus d'eau, ce qui peut arriver de manière assez récurrente. Et puis, bien évidemment, c'est le point de la durabilité de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors, plusieurs éléments dans la durabilité. Vous savez que un des principes des droits de l'homme, c'est la progression perpétuelle. Alors, certes, les États, en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, ils ont l'obligation de mettre en œuvre les droits de manière progressive, mais
ils n'ont pas le droit en tout cas de mettre en place des mesures régressives. Ça veut dire que si demain vous avez l'eau et l'assainissement, et on ne peut pas vous dire comme ça du jour au lendemain, ben non, c'est fini. Bon, sauf bien évidemment hein, pour des questions... enfin, les droits de l'homme, vous savez, sont toujours dérogeables, mais avec un certain nombre de justifications. Mais également la durabilité, les aspects environnementaux. Parfois, j'ai des gens dans les trainings comme ça qui me disent « Oui, mais nous, on est là dans les pays du Golfe, ça se passe bien, nous, on va dessaler l'eau. » Oui, c'est vrai qu'on peut dessaliner l'eau, en fait. Sauf que processus de dessalination de l'eau, c'est très bien. Vous êtes en Algérie, vous avez du pétrole et du gaz à profusion, c'est génial, mais ça va durer, peut-être pas très longtemps déjà. Et en termes de votre impact, votre bilan à charbon sur votre litre d'eau, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. C'est toujours la même chose. Si c'est faire un progrès sur le droit à l'eau, mais reculer de 10 pas en arrière sur le droit à un environnement sain, hein, là encore un autre élément qui est lié avec l'eau, et un mandat également, hein, un rapporteur spécial sur la question, ça sert à rien. Donc, vraiment, dans les grands traits, hein, grandes lignes, vous avez vu ce qu'est l'eau et le droit à l'eau et l'assainissement. Alors là, il y avait quelques idées reçues que je voulais discuter avec vous sur le droit à l'eau et l'assainissement. Alors, on en a discuté, hein, c'était premièrement le côté, le droit à l'eau, c'est gratuit. Non, c'est jamais gratuit. Hein. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on doit pouvoir payer sa facture d'eau, donc ça, je crois que c'est clair. La mise en œuvre du droit à l'eau et à l'assainissement a un coût prohibitif pour les États. Bon, on en a déjà parlé également, c'est un coût prohibitif, c'est vrai, mais la facture à long terme, elle est beaucoup plus salée. Et puis, il y a certaines personnes qui disent, oui, le droit à l'eau et l'assainissement, ça interdit la privatisation, et ça ne plaît pas forcément. Non, hein, vous ne trouverez rien dans les droits de l'homme qui interdisent la privatisation. En revanche, l'État ayant l'obligation de protéger, il faut encadrer. Et c'est vrai que... Parfois, on me demande, oui, les grosses compagnies, vous voyez ce qu'elles ont fait, et j'ai toujours envie de dire la même chose. Oui, bon, les grosses compagnies, on le sait, je vous l'ai dit, ils ne sont pas philanthropes, hein, c'est pas leur but, pas des associations humanitaires. En revanche, l'État qui a laissé passer comme ça les contrats grossiers, hein, là, par contre, il y a un problème, là, il y a une défaillance. Et après, les difficultés qu'on a, c'est tout le système international, avec la difficulté à remettre en question un contrat qui a été signé il y a 10 ans par un gouvernement corrompu ou un gouvernement qui n'en avait rien à faire des besoins de la population, et vous vous retrouvez avec un procès devant un arbitre qui s'occupe que de questions financières pour pas citer de nom d'institution, et vous avez des États qui se retrouvent comme ça. Voilà, hein, l'exemple là récemment du Salvador. Il y a une compagnie minière qui avait obtenu un contrat. Vous savez que l'exploitation minière, ça pollue énormément. Non seulement ça exploite énormément d'eau, mais ensuite l'eau qu'on vous laisse est extrêmement, extrêmement polluée. Le Salvador, sur la base du droit à l'eau, a dit non, on n'exécute pas le contrat. Il y a une menace qui plane au-dessus du Salvador d'aller voir cet arbitre international et de réclamer 260 millions de dollars. Alors, le Salvador, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la carte, ça doit être comme ça, en fait. On ne voit rien, c'est tout petit. Donc, c'est la mort assurée pour un État comme le Salvador. Donc, la privatisation, pas de problème a priori, en fait, mais avec un certain nombre de contrôles. Et même parfois, quand je parle, j'ai envie de dire qu'il faut être pragmatique. En fait, dans certains cas, on y vient, parce que l'eau, c'est extrêmement cher. Le cas de l'Indonésie est extrêmement intéressant. La Cour constitutionnelle indonésienne, là, en février de cette année, est revenue sur le code des eaux qui avait été adopté il y a 10 ans, en disant que ce code des eaux ouvrait la porte à la privatisation et que l'eau ne doit pas être privatisée. Bon, très bien. Mais comme je vous disais, une situation comme l'Indonésie, l'État ne peut pas maintenir l'eau comme un service public. Donc parfois même la privatisation du service de l'eau peut être bienvenue. Le problème, c'est tout simplement d'avoir mis en amont des bons cadres juridiques qui soient contraignants pour être sûr que l'État a finalement un minimum de contrôle sur quand même un droit de regard sur ce qui se passe dans ces entreprises. Donc en fait, à partir de tous ces éléments dont on a parlé, si vous voulez, si on décidait de faire un état des lieux
du droit à l'eau, à l'assainissement et de l'état de sa mise en œuvre dans votre pays, on pourrait dresser comme ça une petite checklist avec tous les éléments à regarder. Puis vous voyez, vous avez oui, progrès, non. Puis à la fin, vous faites un bilan. Il y a plus de oui, il y a plus de non. Un des premiers éléments basiques, est-ce que la Constitution garantit le droit à l'eau et l'assainissement tel que défini par les droits de l'homme ? Si vous avez déjà votre Constitution qui définit le droit à l'eau et qui reconnaît le droit à l'eau, vous pouvez être à peu près sûr qu'ensuite, la loi et puis les autorités publiques... Alors, en théorie, je prends le cas du Mexique. Le Mexique a reconnu le droit à l'eau dans sa Constitution. Il n'empêche que pour des problèmes, je ne veux pas taper sur le Mexique, mais pour des problèmes globalement quand même de corruption, on a un nouveau code des eaux qui est clairement dissonant par rapport au droit à l'eau. Mais c'est quand même un bon indicateur. Si vous voulez, tout ça, c'est des indicateurs de ce que vous avez à faire à un État qui est quand même plutôt vertueux et qui fait preuve d'une volonté politique. Alors, tous les éléments également procéduraux. Est-ce que dans la Constitution, on nous parle d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les populations les plus riches et les plus défavorisées ? Donc vous avez tous ces éléments-là. Je veux dire, je vais pas les lire avec vous. Ce PowerPoint, il est long et détaillé justement pour que vous ayez accès après, pour que vous puissiez l'utiliser. C'est un petit peu l'idée, mais on peut vraiment scruter déjà comme ça Constitution, loi, règlement, politique publique, et puis également faire un checking de terrain, avec les écoles, dans combien d'écoles il y a des sanitaires pour les petites filles, dans combien d'écoles il y a même l'accès à l'eau, dans combien de prisons, dans combien tous ces éléments-là. Donc si vous voulez, c'est une checklist qui est juste indicative, mais qui est bien utile. Et puis un élément fondamental aussi, c'est tous les éléments liés au budget. Ça, c'est quelque chose à vérifier absolument. Est-ce que les questions d'eau, c'est prévu dans le budget annuel de votre État? Est-ce que c'en est une priorité? Parce que peut-être que dans un État comme la France ou la Suisse, que l'eau ne soit pas une priorité, ok, pourquoi pas. Mais un État comme la RDC, vu ce que vous m'avez dit, a priori, l'eau devrait clairement être une priorité dans le budget national. D'autres éléments, sur tous les éléments aussi de mécanisme de reddition des comptes. Est-ce que la Commission nationale des droits de l'homme peut déjà, est-ce qu'elle existe, parce que certains États n'ont pas de Commission nationale des droits de l'homme. Si elle existe, est-ce qu'elle a un mandat qui lui permet d'aller voir ces éléments-là? Donc, voir tout le système judiciaire. Voir, pourquoi pas, s'il y a une Cour des comptes qui va venir auditer le budget de votre État. Et je parle bien évidemment d'une Cour des comptes indépendante, pour justement lutter contre les problèmes de corruption qui sont cruciaux dans tous ces éléments-là. Donc, ce que vous pouvez... faire aussi pour le droit à l'eau au moment du bilan. Donc je vous laisse mon adresse email. Je suis ravie de rester en contact avec vous si vous avez des questions. Je sais bien que c'était court, 1h30, mais je sais que vous avez plein de questions déjà.